Et salut à toi, peuple rôliste, comme dirait Julien Poire. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'excellent setting Neverland compatible avec la 5e édition de Donjons et Dragons. Je vais vous parler à cœur ouvert et ça va être un petit peu une balle perdue, désolé. Ce setting, il me console parce que j'avais été très déçue de l'annulation du projet Lost London de Batron Oban. Mon premier Kickstarter, c'est beau, il faut le noter. Je lui avais fait confiance comme ça, là, avec ses petites lunettes et son pitch sympathique, là, dans le monde de Peter Pan. Et j'avais pas compris, en fait, que j'avais donné mes sous pour Kickstarter et Sodomie. Et ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'attends, et puis le projet est annulé, finalement. Donc, grosse déception. Mais heureusement, on a cet excellent setting qui dépasse toutes mes espérances. Bref, revenons à Neverland. Un setting paru chez Arcane Asylum Publishing, donc qui nous offre toujours une gamme de jeux d'une grande qualité, qualité d'édition, qualité de traduction. On adore les produits de chez Arcane, enfin, je veux pas dire que je suis une fangirl, mais en gros, oui, j'adore les produits de chez Arcane, je vais pas me cacher, voilà. À noter que ce projet-là, de Neverland, s'inscrit dans une espèce de trilogie merveilleuse quelque part, en tout cas pour l'instant c'est une trilogie, puisque l'auteur a déjà produit un autre setting qui cette fois se déroule dans le cadre du Magicien d'Oz, et puis qu'on attend aussi un troisième setting dans le cadre de Wonderlands. Donc on espère vraiment, Mathieu Saintou, si tu nous écoutes là, fais péter une édition française du setting de Oz, parce qu'on veut d'autres campagnes de qualité comme ça, on veut d'autres settings vraiment attrayants, avec cette belle qualité d'édition. Le peuple rôliste a des revendications et on va se faire entendre. Vraiment, la beauté du bouquin, elle est vraiment... moi je suis sous le charme, je suis amoureuse de ce setting vraiment. On va commencer par une petite recontextualisation. Donc Neverland, c'est un setting qui est inspiré par l'œuvre de James Matthew Barrie, l'auteur de Peter Pan. Et déjà, il y a une évidence qui saute aux yeux, c'est quoi de plus naturel que de faire se rencontrer ce grand classique de la littérature jeunesse et le jeu de rôle. Et oui, James Matthew Barrie, il en a marqué des générations de gosses avec son histoire de petit rouquin psychopathe. Oui, je sais comme ça, quand je le résume vite fait, on a l'impression que je parle de Chucky, mais je parle bel et bien de Peter Pan, hein, puisque dans l'histoire originale, c'est quand même un gars qui veut pas grandir et qui est juste hyper égocentrique. Il n'hésite pas à tuer les enfants perdus jugés trop vieux à son goût. Il tue des pirates à la déloyale dans leur sommeil. Et puis, autre détail comme quoi c'est un gros psychopathe, il faut savoir que dans le monde imaginaire, à la base, quand on respire, chaque fois qu'on respire dans ce monde-là, eh bien, il y a un adulte qui meurt dans le monde réel. Et puis, lui, il s'amuse à respirer un max hyper vite pour tuer un maximum d'adultes, quoi. Donc, c'est un mec tout à fait charmant. Et clairement, le setting, il va davantage s'inscrire dans les racines originelles de l'œuvre que dans la version Disney. Et c'est pour le mieux. On va être sur un setting dont le monde imaginaire est très enchanteur, certes, mais également très sombre. On va y retrouver les mêmes thèmes que dans l'œuvre originale, hein, ces mêmes thèmes qui obsèdent continuellement James Matthew Barrie, à savoir le passage du temps, le fait de grandir, la notion de foyer et celle de parentalité. Car oui, les enfants, James Matthew Barrie avait des soucis avec sa maman. Il faut dire que son enfance a été marquée par de lourds traumatismes. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais j'y reviens en 2-3 phrases pour que vous recontextualisiez un petit peu l'œuvre. James Matthew Barrie, donc c'était le dernier d'une fratrie dont l'aîné est mort sur un lac gelé en faisant du patin à glace. Et c'était un petit peu le chouchou de maman. Et quand il est mort, la mère elle a fait une grosse dépression, elle n'arrivait pas à faire son deuil, et puis lui, en tant que gamin, il n'arrivait pas à trouver sa place au milieu de ce deuil, au milieu de cette fratrie déjà nombreuse. Alors en plus, quand vous avez l'ombre d'un deuil qui plane, c'est encore plus difficile pour un enfant
qui à l'époque avait 7 ans au moment des faits, il me semble. Et donc, il va commencer à se faire passer pour son frère en enfilant ses vêtements pour essayer de faire plaisir à sa maman et attirer son attention. Et il va y avoir un petit peu cette quête de la maman qui va hanter son œuvre. Wendy, quand elle débarque dans le pays imaginaire, à la base, hein, c'est pour s'occuper des gamins perdus, hein, et pour qu'elle leur raconte des histoires, là, finir Cendrillon, tout ça, faire le ménage et la cuisine. Bref, vivre sa best life avec Peter Pan. Et il va y avoir cette figure qui va hanter l'œuvre de James Matthew Barrie, ces questions-là du fait de grandir, de ne pas grandir, l'ombre de la mort. Et d'ailleurs, quand on observe James Matthew Barrie, on voit que c'est quelqu'un qui ne s'est pas développé physiquement. Alors on dit qu'il a arrêté de grandir vers l'âge de 14 ans, c'est un homme très petit. Quand on regarde les photos, on voit qu'il a un visage assez juvénile, mais alors il essaye de compenser avec une énorme moustache sur certains portraits, mais on voit bien qu'il n'a pas une carrure très développée. On a vraiment cet aspect de personne qui a cessé de grandir et qui va se plonger dans cet imaginaire de Neverland qui ne va cesser de réécrire et réécrire. Donc c'est très intéressant. Et là finalement on est sur une nouvelle réécriture parce que au fond de nous, rôlistes, ne sommes-nous pas également des Peter Pan qui refusons de grandir, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc à défaut de grandir, James Matthew Barrie va vieillir et plus tard, quand il va avoir sa carrière de journaliste et puis d'auteur de théâtre, il va faire la connaissance d'une famille composée de 5 enfants, une mère et son mari, et il va être très proche des enfants avec qui il va inventer des histoires qui vont avoir pour cadre ce fameux pays imaginaire avec ses fées, ses pirates, ses indiens et bien sûr la fameuse figure de Peter Pan et du capitaine Crochet que James Matthew Barrie incarne alors lui-même au cours du jeu. On est sur vraiment un genre de mini-GN quoi, le mec qui jouait comme ça dans le jardin, puis ils s'y croyaient tous ensemble, ils étaient dans une forme de jeu de rôle tous ensemble, et puis dans ce monde vont être peints et repeints les principaux thèmes qui hantent James Matthew Barrie que je vous ai cité précédemment. Donc quelque part finalement cette adaptation en setting de jeu de rôle de l'œuvre de James Matthew Barrie, elle est très naturelle puisqu'en fait à la base elle est elle-même née dans le jeu de rôle quelque part. Parlons maintenant du setting à proprement parler, il est très intéressant. Il se présente sous la forme d'un Hexcrawl, c'est-à-dire qu'on va avoir le pays imaginaire représenté sous forme d'une grande zone composée d'hexagones. Et en fait, chaque hexagone, eh bien, il va correspondre à un lieu à explorer. Alors, on va avoir des lieux mythiques du pays imaginaire revisités ou bien des zones tout à fait nouvelles. Alors, il faut savoir que chaque hexagone correspond environ à un temps de marche de 3 à 4 heures et les habitants du pays, ils vont utiliser le mot d'horloge pour désigner ce bloc de temps et de distance. Donc on voit déjà qu'on a un petit traitement particulier dédié au temps, de même que les cycles jour et nuit qui ont beaucoup d'importance car on ne fait pas les mêmes rencontres en fonction du cycle diurne ou nocturne dans le pays imaginaire. Par exemple, les pirates, ils sont victimes d'une malédiction et ils ne peuvent pas se déplacer le jour. Et même le cycle lunaire a son importance quand il s'agit de croiser le légendaire crocodile, mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler certains éléments du setting, ils sont vraiment délicieux à découvrir ces éléments-là. Donc on a en tout 24 zones à explorer, et alors bien entendu vous allez retrouver des lieux bien connus comme le Jolly Roger, le navire du capitaine Crochet, ou bien encore la baie des Sirènes, mais aussi des lieux inédits comme le royaume d'Elpham, gouverné par la reine Mab. On a aussi le dangereux marais dans lequel réside désormais Wendy, isolée dans une hutte. Moi j'adore cette version de Wendy, parce qu'il y a un petit côté sorcière quoi. Donc dans le livre de base on la cantonne un petit peu à ce rôle de femme au foyer, et puis là elle devient quelque part l'anti-femme au foyer, là dans son marais dangereux. C'est très intéressant. Et donc, contrairement à l'histoire de base, Wendy, Michel et Jean ne sont pas rentrés dans leur monde et ils ont connu une destinée bien plus sombre. Genre, Jean, c'est devenu une liche. Alors,
autre modification au niveau du background du setting, vous n'aurez pas d'indiens dans ce setting. À la place, on va croiser d'autres factions comme les gnomes, les dryades ou les fées, qui agissent désormais en bandes organisées telles des Marseillais. Fini l'époque où Peter Pan les jetait comme des vieilles chaussettes. Donc dans l'œuvre de base, on rappelle que les natifs américains, c'était pas les mecs les plus sympas du monde. Ils se baladaient avec des scalps de pirates et d'enfants perdus à la ceinture. Et des années plus tard, eh bien, évidemment, on a eu des polémiques sur le traitement raciste des natifs américains, puisqu'on était sur la véhiculation de clichés qui étaient gênants. Donc à l'époque, c'était un cliché dont raffolaient les gens, là, cette vision des natifs américains, surtout dans les romans d'aventure à la fin du 19e, début du 20e siècle. Mais on n'en est plus là, on est en 2024, donc bien sûr, on évolue sur ce background. On va avoir le développement aussi d'un bestiaire très intéressant. Donc vous allez retrouver des araignées géantes, des limaces, des choses très liées au monde du vivant, comme des insectes qui auraient un petit peu muté. Et puis on va avoir aussi des choses plus occultes, comme les ombres détachées. J'adore ce concept des ombres détachées, c'est quelque chose de fascinant dans Peter Pan. Mais on va avoir aussi le développement de nouveaux monstres, comme les hommes bleus. Alors eux, la description, rien que la description me donne des frissons. En fait, les hommes bleus, ce sont des créatures qui dorment le visage dans l'eau. Et on les confond avec de simples cadavres, mais ils t'attaquent en bande, quoi, et c'est quelque chose de terrible. J'ai la vision, le visage dans l'eau, là, qui flotte et tout, mais c'est terrible. Et puis, on peut aussi croiser des revisites de fées, les fées qui peuvent être mortes, vivantes, le concept de fées zombies, il y a énormément de diversité, de revisites de personnages très intéressantes. Je pense que c'est vraiment un excellent setting qui arrive à jouer avec à la fois ce qu'on connaît du monde imaginaire et puis qui arrive à nous surprendre, et ça c'est très très fort. Alors ce qui est intéressant, c'est que Neverland ne se limite pas à la proposition d'un simple bestiaire et de lieux à explorer. Il y a aussi des fêtes, des événements particuliers qui sont abordés. Qui n'a jamais rêvé d'assister à un concert de sirènes, par exemple? En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié à la lecture, parce qu'il y a quelque chose qui est très bien dit dans le roman de base, c'est que quand il n'y a pas Peter Pan, en réalité, eh bien, le pays imaginaire est occupé justement à faire la fête, à faire la sieste, et finalement n'a pas envie de se battre. Et en fait, on voit dans le roman original que c'est vraiment Peter Pan qui fout la merde, en fait, ce sale petit gosse là. Et donc je trouve ça cool qu'il y ait eu cette espèce d'approfondissement de ce que pouvaient faire les différentes factions quand il n'y avait pas Peter Pan. Et là, les joueurs vont pouvoir assister à cette espèce de trêve, le temps d'événements particuliers. Je trouve ça cool. À côté de ça, vous allez avoir une quantité très généreuse de plans pour les zones importantes et des tables aléatoires pour aider à générer de l'intrigue ou bien des rencontres. Bon, j'imagine que vous l'aurez compris parce que je l'ai répété plusieurs fois, mais je suis vraiment charmée par ce setting qui vient revisiter le thème du temps qui passe, d'abord avec cette gestion intéressante des cycles jour-nuit, puis avec les petits hexagones qui correspondent à des unités de temps, des horloges. Et puis, il va y avoir aussi nos héros qui ont subi une parfois triste métamorphose. Comment un petit garçon tel que Jean se change en monstre solitaire. Il y a là beaucoup de questionnements qui peuvent nous tarauder au quotidien. Comment nous-mêmes avons-nous évolué depuis notre enfance, nous qui avons grandi tous avec cet imaginaire-là de James Matthew Barrie? Que sommes-nous devenus en tant qu'adultes? Est-ce que nous sommes devenus nous aussi des liches solitaires perdus dans notre imaginaire? Et qu'est-ce qu'on va choisir de faire pour se réapproprier ce mythe littéraire de notre enfance? Au final, on voit bien que si Peter Pan ne vieillit pas, eh bien, il évolue tout de même et son univers avec. Cet univers-là qui nous a nourris étant enfants, qui nous a fait voyager, qui nous a fait rêver, comment est-ce qu'on va le remodeler une fois adulte? Quel sens on va lui donner grâce à ce setting? Parce que plus qu'une simple expérience de jeu,
c'est une véritable réécriture qu'on nous propose. Et cette réécriture-là, elle n'est pas faite que par l'auteur du setting, elle va être réalisée par les joueurs, aussi bien que le MJ. Cette réécriture permanente du mythe à travers les générations et à travers les différentes communautés, eh bien, c'est quelque chose qui a été étudié par Jacqueline Rose dans son essai The Case of Peter Pan. Elle a aussi abordé cette thématique-là dans le chapitre 2 de The Children's Culture Reader, un livre paru sous la direction d'Henry Jenkins, dont j'avais déjà parlé pour ses travaux sur la fanfiction notamment. D'ailleurs, à la fin du manuel, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve des petits chapitres qui sont en fait concrètement des fanfictions de Peter Pan. Des chapitres qu'on peut lire à nos joueurs pour nous mettre dans l'ambiance ou servir d'amorce et qui vont venir faire un zoom sur l'un des personnages de Peter Pan, qu'il s'agisse d'une sirène ou par exemple du bras droit de Capitaine Crochet, Mouche. Pour finir, je dirais que nous, les rôlistes, ce n'est pas un pays imaginaire qu'on a, c'est un empire, c'est une mosaïque de contrées, de cités, de nations, parfois lumineuses et parfois bien sombres. Et ici, avec ce setting, on a un nouveau territoire à façonner. Et c'est un territoire qui nous est familier parce qu'on le connaît depuis tout petit, mais ce territoire, il nous est à présent étranger, car nous sommes passés dans l'âge adulte, que on le veuille ou non. Et c'est un territoire qu'on a perdu de vue en grandissant, mais qui a changé également aussi de son côté avec cette œuvre-là, avec ce setting, comme un vieux copain de l'école primaire qu'on retrouve des années plus tard et qui a évolué, qui a vécu des choses parfois sinistres, qui a vécu des joies, des peines. Et quand on le retrouve, on retombe en enfance avec lui l'espace de quelques instants et on part vivre des aventures avec lui. Donc cet ami-là, ce pays imaginaire, eh bien, il est temps de le prendre par la main et d'aller l'explorer à nouveau et de s'y raconter des histoires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo consacrée aux Banana Games, ces jeux de rôle qui ont pour thématique les bananes. Allez, prenez soin de vous et à toutes les aventuriers du monde imaginaire.